Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Alors l'Europe, bon, pour parodier le regretté Guy Bedos, désolé, on n'a que ça en magasin. C'est bien fâcheux parce que parfois on se dit que si on n'a que ça en magasin, et on se demande si on a envie de continuer à acheter dans le magasin. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dès qu'on évoque la moindre critique par rapport à la construction européenne telle qu'elle est, on reçoit un discours, on le connaît, c'est toujours le même d'ailleurs, vous êtes anti-européen, vous voulez isoler la France, vous voulez que ce soit l'Albanie, enfin, des choses abominables. Et quelque part, ça rappelle un peu les discours qu'il y avait au temps de la guerre froide, quand quelqu'un critiquait le système, on lui répondait « Vous voulez l'Union soviétique ?» C'est un peu pareil. On déconsidère par avance toute critique, comme ça, on ne parle de rien. L'Europe, en l'état actuel des choses, est un objet dont on n'a pas le droit de parler. Sauf pour dire c'est très bien. Alors, il est évident que, entre le discours « on veut sortir de l'Europe » et le discours « l'Europe c'est magnifique », on se dit qu'il y aurait peut-être un autre espace. Et c'est vrai que nous avons bâti le discours de l'espace alternatif sur le thème « la démocratie ». Si l'Europe n'accepte pas la démocratie, et je dis pour l'instant dans les différents États membres, il s'agit d'une démocratie mondiale, internationale ou je ne sais quoi, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on en est loin, donc restons sur l'espace national. Si on ne l'accepte pas sur les espaces nationaux, je pense qu'il ne faut pas dire on voudra détruire l'Europe, elle se détruira bien toute seule. Ben oui, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, il faut arrêter de dire l'Europe c'est la démocratie. Bon, d'abord c'est une aimable plaisanterie, mais surtout on la déconsidère à dire ça. Il est évident que ce n'est pas la démocratie. Et surtout tout ce discours sur l'état de droit. Alors, l'état de droit, bon, on en a dit pas mal de choses dans la table ronde précédente. Moi, je ne suis pas contre tout ce qui a été dit, hein. Simplement, j'ai envie de dire autre chose. Un état de droit, c'est avant tout qui construit le droit. Parce que si on ne sait pas qui construit le droit, je pense qu'il n'y a pas d'état de droit. Sauf à dire qu'il existe un juge suprême, un dieu supérieur ou je ne sais trop quoi, qui nous explique ce qu'est le droit. On a parfois l'impression d'ailleurs que c'est un peu ça qu'on cherche à nous inculquer, mais qui construit le droit? Si on revient à la Révolution française, que tout le monde admire, bien entendu, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, dans son article 6, la loi, le droit, est l'expression de la volonté générale. C'est ça la base du droit. Peut-on dire une seconde que l'état de droit dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée soit l'expression de la volonté générale? Peut-on le dire en particulier depuis le traité de Lisbonne qui a bafoué le vote des Français en 2005, peut-on dire que c'est l'état de droit lorsque finalement on construit le droit, le traité de Lisbonne, sur la base d'un déni de démocratie, sur la base d'un gouvernement qui bafoue le peuple. On aurait pu penser, ça c'est d'abord un principe, sur le plan politique, on aurait pu penser, mais là il ne faut pas rêver, ça donnerait une classe politique un peu différente de celle qu'on a aujourd'hui. On aurait pu penser que Jacques Chirac ou son successeur, Nicolas Sarkozy, s'appuyant sur le vote des Français, viennent éventuellement en pleurnichant, ça ne change pas le fond, dire à Bruxelles, je suis vraiment embêté, mon peuple il veut pas, alors je peux pas.
Après tout, c'est jamais que démocratique de faire ça. Il prend acte de ce qu'a dit son peuple. Non, au lieu de ça, il nous sort un traité qui est en gros le même. Hein, il nous dit c'est vachement bien. Bon, à quelques détails près, en particulier la suppression du terme constituante dans le titre, ce qui n'est pas tout à fait un détail. Mais enfin, à part ça, c'est à peu près la même chose. Alors, face à ça, nous nous trouvons confrontés à une situation assez exceptionnelle et je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, ce qui est un plaisir, c'est de voir comment réagir à cette situation exceptionnelle. Bien. Il est vrai que dans le traité de Lisbonne, il y a eu une espèce de sidération. D'abord, tout le monde n'a pas vraiment remarqué que c'était le même traité. Ensuite, bon, il y avait autre chose à faire. Bon. Et donc, il y a eu un temps de latence. Et on a finalement compris que, tout simplement, et permettez-moi de vous le dire, on s'était fait mettre. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a compris, un certain nombre de citoyens, un certain nombre d'associations se sont constitués pour dire nous voulons retrouver la démocratie. Et il y en a un certain nombre dans cette salle. Le problème étant, comme toujours dans les périodes de reconstitution politique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, c'est que les volontés, les aspirations, les discours sont un peu émiettés. Chacun a sa chapelle, chacun a son association, et donc il faut le temps que se reconstituent les relations, et puis du coup les rapports de force. Un certain nombre d'associations se sont rencontrées, je ne vais pas les citer, elles se citeront elles-mêmes, depuis 2 ou 3 ans, soit par des rencontres physiques, soit par des visios, pour dire nous sommes d'accord sur le constat, on fait quoi? Et de toute évidence, quand on a affaire à pas mal d'associations, ils n'ont pas obligatoirement le même discours, les mêmes manières de le poser, les mêmes objectifs. Mais, au travers de ces discussions, au travers des débats, petit à petit a émergé l'idée, nous avons au moins quelques points communs. Je vais en citer 2 qui font le fond de notre discours. Le premier, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement de la Constitution, quelle qu'elle soit, sans référendum. Avec un corollaire, et ce référendum doit être respecté dans son résultat. Corollaire qui apparemment paraîtrait évident, mais n'est pas apparu évident à certains, dont le président qui s'appelait Nicolas. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est nous considérons que nous devons non pas décider que le droit national l'emporte sur le droit européen, mais demander un référendum pour poser la question. On ne résout pas la question, on la pose. Nous voulons un référendum sur ces questions. Alors, je passe sur les difficultés ou pas de faire un référendum. Hein, ça, c'est un débat compliqué. Eh bien, si ce n'est pas par le référendum, je crains qu'on cherche d'autres méthodes qui seront peut-être moins pacifiques, donc je pense que ce serait la meilleure. Mais, après tout, restons à l'idée du référendum, parce que c'est une base de la démocratie, tout bêtement. La volonté générale définit la loi. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, pourquoi faire ça? Mais parce que, bien entendu, parce que c'est un principe. Pensons que la bonne manière de faire une relation intra-européenne, c'est effectivement, c'est pas uniquement d'aller de plus en plus vers une espèce d'usine à gaz, comme on en a parlé à l'instant. C'est de dire il y a des peuples, ces peuples ont leur part de souveraineté et elles s'expriment, et elles s'expriment de façon particulière dans chacun des États. Ensuite, ce qu'ils ont à mettre en commun, ils le mettent en commun. Ça ne remet pas en question l'idée même d'une construction européenne. Ça remet en question l'idée que la construction européenne, elle est destinée à bafouer la souveraineté des peuples. Ce qui est quand même une question un peu différente. Alors, pour ceux qui pensent que c'est impossible, parce que c'est toujours pareil, il y a au moins un pays qui l'a dit.
c'est la Slovaquie, dont le Parlement, je crois, a décidé que le droit national serait supérieur au droit européen. Alors, on dira c'est difficile, ça va se heurter, certes, mais c'est encore plus difficile quand on ne le dit pas. Alors on commence par le dire, puis après on verra bien comment on l'applique. Mais disons-le d'abord. Et disons-le d'abord, peut-être que ça donnera un peu de courage aux juges, par exemple, qui jusqu'à présent sont plutôt marqués par une espèce de consternation devant le fait de remettre en cause ce qui se décide à Bruxelles ou à Luxembourg. Donc ça peut créer une ambiance, en tout cas quelque chose de différent. Et ça peut du coup recréer quoi? La volonté populaire. Et nous en avons bien besoin parce que honnêtement on pensait que notre pays et les autres pays, c'est sans doute pareil, mais penser qu'ils peuvent s'en sortir dans cette espèce d'atonie générale, c'est une aimable plaisanterie. Alors, on va y être. Je dirais simplement, je repensais l'autre jour, puisqu'on parle de démocratie, en général, on attribue la création de la démocratie à Clisthène, donc qui est largement oublié, mais par rapport à tous ceux qui se réfèrent toujours à Athènes pour lui faire dire ce qu'elle ne disait pas obligatoirement, Clisthène, il a inventé la démocratie. Pourquoi? Il a dit voilà, parce que jusque-là, il y a des conflits tout le temps. On n'est pas d'accord, et alors on se tape dessus. Eh bien, j'invente la démocratie, non pas pour supprimer les conflits, de toute façon il y en a, mais pour les résoudre. Et je pense que ce que nous proposons correspond parfaitement à cet esprit auquel il faut retourner aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a jamais été en démocratie? Ça fait le nombre de fois où j'ai entendu ça dans des réunions, je ne les compte plus, et je les compte d'autant moins que c'est vrai. On n'a jamais été totalement en démocratie. Cela étant, quelles conséquences en tire-t-on? Le problème, c'est qu'il y a toute une classe dirigeante qui en tire comme conséquence que comme on n'y a jamais été, le mieux c'est de se liquider le peu qu'il y a à faire. Ça sera encore plus simple. D'où toutes ces attaques contre le suffrage universel. C'est vilain pas beau, c'est démocratique. Et si on se disait que le suffrage universel est mal appliqué, qu'il vaudrait mieux l'appliquer mieux? Non, c'est peut-être pas une idée absurde. Donc, par exemple, on parlait du référendum révocatoire, qui est une idée intéressante. Il faut voir après les applications, la manière, les conditions. Enfin, on ne va pas en faire tous les 2 jours non plus. Bon, enfin, il y a des tas de... Mais, si on rentre dans cette idée, c'est bien le suffrage universel. Hein? C'est pas 3 clampins tirés au sort qui vont décider qu'on révoque un député. C'est le suffrage universel. C'est-à-dire ceux qui l'ont élu peuvent le révoquer. Bon. Donc, cessons, si c'est possible, de regarder au travers de ce qui ne marche pas la possibilité de liquider l'ensemble. Parce que c'est ça l'idéologie actuelle. Et puisqu'on en est là, on a parlé des élites. Il y a tout un discours, quelque part en Birmanie, il me semble qu'il y a plus ça, même si je suis loin d'être le spécialiste, qui est mon voisin de droite. Mais il y a dans l'idée des élites, l'idée des gens supérieurs aux citoyens. Et de ce fait, alors qu'ils soient supérieurs parce qu'ils ont été désignés par les citoyens, je ne sais pas si j'appellerais ça une supériorité, mais quelque part ça donne un rôle éminent. Oui, ça c'est clair. Bon. Cela étant, si on part de l'idée que les élites, c'est uniquement ceux qui se sont désignés eux-mêmes comme élites, c'est une idée qui court quand même beaucoup de nos jours, là je dois dire qu'il y a un vrai problème et que là on court effectivement à des manifestations de violence, voire de révolution fortes. Parce que on ne peut pas rester sur un système où les élites décident systématiquement non seulement de ce qu'il faut faire, mais que ce soit eux qui ont le droit de le décider. La question c'est comment on désigne les élites. Et
politique, j'entends. Hein. Théoriquement, on appelle ça démocratie. Alors, qu'elle marche mal aujourd'hui, ça me paraît une évidence, ça paraît une évidence à pas mal de gens. Comment corriger ça? Alors effectivement, des méthodes comme le référendum révocatoire, le contrôle des élus, enfin toutes les questions qui courent actuellement. Bon. Et je rajouterais la constituante, après tout, ça me paraît une idée intéressante, puisque ça fait des années que nous la défendons. Encore faut-il que, s'il y a des représentants, ce n'est pas la question qu'ils soient par le suffrage universel, c'est sont-ils réellement représentants? Toute la question est là. Comment contrôle-t-on qu'ils sont représentants? Et s'ils ne représentent qu'eux-mêmes ou des intérêts qui échappent complètement au vulgum pecus, ce n'est pas des représentants. Et donc, il y a bien la question de les remettre en cause, c'est vrai. Par quelle méthode, ça il faut en parler, mais on ne peut pas continuer avec un système qui fonctionne sur des gens qui ont décidé qui sont les élites et qui, au nom de cela, expliquent que nous sommes des pauvres types qui ne comprenons rien à rien et qui ne savons pas gérer les choses. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Et je crois que c'est nécessaire d'en parler et d'en parler de plus en plus, sinon réellement on court à l'affrontement violent. Merci. Parce que ça me permet de parler de mon sujet favori, à savoir moi-même. Donc, puisqu'on parlait de est-ce qu'on attend un régime autoritaire, est-ce que j'avais, donc c'est pour là que je parle de moi-même, j'avais commis un article dans le Monde diplomatique, bonapartisme ou constituante. Je suis, moi pour ma part, persuadé que le choix sera là. Oui, il peut y avoir un régime autoritaire, bien sûr. Parce que les conditions font qu'on n'arrive pas à faire autre chose, parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, parce que le peuple, tout est fait pour qu'il n'existe pas, etc., etc., etc. Mais la manière de le faire réexister, c'est au contraire de le rendre propriétaire de son propre destin, et donc de ses institutions. Historiquement, ça s'appelle l'élection d'une constituante. Et quand j'emploie le mot élection, c'est exprès, c'est pas en tirant au sort des gens qui vont faire la constituante dans un coin. Ça, là, il n'y a plus de peuple. Un peuple, ça veut dire tous les citoyens sont concernés, tous. Et pas quelques-uns tirés au sort, on se demande comment et pourquoi ils auront un pouvoir particulier, d'autant qu'ils seront encadrés par des experts qui leur diront tout quoi faire, ce qui simplifie évidemment la vie des experts. Bon, alors, après, c'est vrai que la définition du peuple, on a essayé de dire un certain nombre de choses, on a essayé d'écrire là-dessus, c'est pas simple. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais vous n'êtes pas marxiste, parce que Marx, là, les classes, on sait ce que c'est. C'est pas vrai, c'est pas vrai non plus. Chez Marx, la classe, c'est une situation sociale, et c'est aussi la conscience de classe. Et s'il n'y a pas de conscience de classe, il n'y a pas de classe. Mais le peuple, c'est pareil. On se sent membre ou on ne se sent pas membre. Et si on se sent membre, il y a un peuple. Et nous pensons que dans la... Ou alors je pourrais dire les Marseillais, parce que c'est beaucoup mieux que les Bretons. Hein, bon. Donc, de toute façon, c'est les Marseillais et les Bretons qui ont renversé le monarchie. Et... Bon. Bon, cela étant... La question aujourd'hui, elle est là. Est-ce qu'il existe une conscience de peuple qui fait qu'on a envie de sortir de cette infâme situation de sable mouvant où on ne sait plus où on est? Où on constate effectivement qu'on n'est pas en démocratie, c'est pas pour autant qu'on ne doit pas poser la question démocratique. Où on constate que le peuple est bafoué, méprisé, qu'un populiste, enfin, etc. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas parler du peuple, etc. C'est, est-ce qu'il y a encore un optimisme, est-ce qu'il y a encore une volonté, est-ce que nous sommes citoyens, est-ce qu'on a envie ensemble de faire quelque chose? Bon, eh bien, c'est vrai qu'on ne propose pas, comme beaucoup d'autres, encore que ça se fait moins, c'est moins la mode, le grand soir, le machin, le truc, bon, et patin couffin, non, ça, c'est pas sérieux. Non, on prend un exemple simple, quelque chose qui peut être obtenu. Nous voyons que
la loi redevienne l'expression de la volonté générale. Et donc pour cela, il faut que le droit national l'emporte sur le droit européen, parce que la volonté générale n'est pas européenne, parce qu'il n'y a en particulier pas de peuple européen. Voilà. Donc, sur cette base, nous pensons que c'est réalisable. Nous pensons que ça demande à chacun de participer à cet effort, mais que nous avons constaté au travers des contacts avec les associations, etc., qu'il y avait un consensus sur ça. Sur le reste, il y a plein de dissensus. Mais là, on est d'accord. Et donc, c'est possible, c'est réalisable. Ça veut dire surtout que nous devons avoir confiance en nous-mêmes et cesser d'écouter uniquement une classe dirigeante complètement discréditée qui nous explique tout ce que l'on ne doit pas croire au nom de la paix et du bonheur qu'elle ne respecte d'ailleurs pas ni l'un ni l'autre. Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie.